Euh, alors, c'est un cours dans lequel qui se réfère, qui a une base, une référence au départ sur la paracha de la semaine, la paracha de Balak. Donc, cette semaine, nous lisons une paracha qui est couplée, la paracha de Chukat et la paracha de Balak. Une double paracha. Et, et on va parler de deux notions qui ont l'air euh, de s'associer ensemble. C'est la notion de l'honneur dû à la communauté, le respect dû à la communauté et le dérangement que l'on pourrait faire à la communauté. Alors on va voir ça sous forme de halachot, sous forme de plusieurs halachot, donc plusieurs exemples, des exemples multiples. On va voir si cela est dissociable ou au contraire associable. Alors on va commencer par le début. La Gemara dans Brachot. Alors juste une seconde, hein. Hop. Voilà. Donc la Gemara alors je vais vous poser une question, un cas pratique, et ensuite on va développer toute la question. On ne voit pas à l'écran. Alors ouais, je vais vous le mettre à l'écran. Alors une seconde, je reviens, hein, je suis, voilà, je suis là. Pour l'instant, je vous pose un cas concret qui s'est passé, qui est véridique, qui s'est passé à Los Angeles, dans une communauté de Los Angeles, et c'était le deuxième jour de Shavuot. Deuxième jour de Shavuot, il y a dans la même synagogue, il y a deux minyanim. Un minyan à 7h30 le matin et un autre minyan à 9h. Et on a le Baal Koré, c'est-à-dire celui qui lit à la Torah du deuxième minyan, qui a prié au premier minyan et qui désirait venir au deuxième minyan rien que pour lire la lecture de Torah. Pour l'instant, c'est clair? Et donc il a fait son premier minyan normalement. Et il voulait participer à la Birkat Kohanim de Moussaf, du premier minyan. Lorsque le Rav l'a appelé, il lui a dit: écoute, c'est le moment on a besoin de toi, il faut que tu viennes au deuxième minyan. Alors le bonhomme, le Baal Koré, il a prétendu comme quoi il avait une Birkat Kohanim. Il tenait beaucoup à ce qu'il puisse se faire bénir par les Kohanim du premier minyan. Et le Rav, lui, il a prétendu: ben écoute, on n'a pas à t'attendre. On n'a pas à t'attendre. Alors, d'un côté, il y avait un dérangement de la commune, c'est-à-dire que cela pouvait provoquer un dérangement, c'est-à-dire que le deuxième minyan aurait dû attendre son Baal Koré quelques minutes, et ce n'est pas honorable d'attendre qu'une communauté attende une personne. D'un autre côté, il a raison, il voulait participer à la Birkat Kohanim du premier. Vous allez me dire: oui, mais il peut aussi participer plus tard à la Birkat Kohanim du second. Mais c'est marqué que c'est bien d'écouter la Birkat Kohanim de plusieurs Kohanim, même si pour cela on passe 2 heures, 3 heures à écouter un minyan par-ci, un minyan par-là des Kohanim. C'est la Birkat Kohanim, elle vaut cher, elle a son poids. C'est bien de se faire bénir plusieurs fois par les Kohanim. Donc, c'était un dilemme qui s'est posé là-bas, à savoir qu'est-ce qui passait avant. La revendication du Baal Koré à se faire bénir plusieurs fois, dont une première fois dans son premier minyan par les Kohanim, ou bien non. Si cela doit se faire sur le dos de la communauté, du deuxième minyan, et que l'on ait à l'attendre, c'est pas digne. C'est pas digne d'un Baal Koré de faire attendre toute une communauté. Alors c'est une question très pratique qui s'est passée à Shavuot, voilà, à Los Angeles, et on va essayer de développer ce sujet. Donc le dérangement et la dignité due à une communauté. Alors on va commencer par le début. Vous allez voir que ça a un rapport avec la fête de Shavuot. Et
donc, je vais vous mettre à l'écran. Hop. On commence par le début. Dans Masechet Brachot, au Talmud Brachot, à la page 12b, il est écrit la chose suivante. Amar Rabbi Abahu ben Zutrati Amar Rav Yehuda bar Zvida Bikshu Likvoa Parashat Balak Bekriyat Shema. Nos sages, ils avaient en première intention le désir que l'on puisse lire parmi les 3 paragraphes que compose le Kriyat Shema la paracha de Balak. Une partie de Balak que l'on va lire cette semaine. Il à ce que ce soit lu dans le Kriyat Shema, parmi l'un des paragraphes lus de manière bi-quotidienne. Et pour quelle raison finalement les sages se sont rétractés et ne l'ont pas fait? Mishum Toreach Tzibur. La Gemara dit à cause de la dignité du Haut Tzibour. C'est-à-dire que le Kriyat Shema aurait duré plus longtemps et on n'a pas à imposer à une communauté un retard. Alors on verra vers la fin du cours comment on mesure ce retard. 1 minute c'est un retard, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 secondes. Ça on verra vers la fin du cours. Quoi qu'il en soit, la Gemara nous dit que ces sages n'ont pas voulu l'imposer à toutes les communautés d'Israël, cette paracha de Balak, pour être lue de manière bi-quotidienne, car cela aurait retardé la poursuite de l'office. Ça aurait eu une incidence sur la longueur de l'office et on n'a pas imposé cela à une communauté. En hébreu, on appelle ça Tircha de Tzibura. Retenez ça. Tircha de Tzibura. C'est ce que la Gemara dit. Toreach Tzibur. C'est la longueur que ça aurait dû provoquer dans une communauté. Donc on voit déjà dans un premier temps qu'on n'a pas imposé cela parce que on a un deuxième exemple, toujours dans la Masechet Brachot, à la page 30 à Moudbet. Alors, à la page Lamed à Moudbet, et c'est inscrit aussi cela dans la Halacha, dans le Shulchan Aruch. Si vous avez un deuxième exemple, un chazan qui fait la tfila à voix basse, quand il fait la tfila à voix basse, le chazan, et qui s'est trompé, par exemple, à Rosh Chodesh, au Shacharit ou au Mincha de Rosh Chodesh, il a oublié Yalev Yavo. Ou bien à Chol HaMoed, il a oublié Yalev Yavo. Ou bien après Sukkot, il a oublié de dire Mashiva Ruach ou Morida Geshem. Ou bien après Bessar, il a dit Mashiva Ruach Morida Geshem et il s'est trompé. Dit la Gemara, et c'est comme ça dans Shulchan Aruch selon la lecture de Rashi et du Bahag, il n'a pas à recommencer sa Amida. Encore une fois, à voix basse. C'est lorsqu'il fait sa Amida à voix basse, le Chazan, et qu'il s'est trompé, il n'a pas recommencé une seconde fois, car cela provoquerait une incidence dans le temps de l'office. Il devrait recommencer sa Amida, on aurait à l'attendre, et on n'a pas à imposer cela à une communauté. Clair? Encore une fois, on voit de Dilagmara, et pour quelle raison on ne fait pas ça? Mipne Kvod Hatzibur. Je vous le montre. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Dilagmara Daf Lamed Amoudbet, Ta'a Velo Iskir Shel Rosh Chodesh, eh bien, etc. Betsibur Chanou. On voit qu'on n'a pas à recommencer pour le Chazan office, dit le Rashi, ou Bahag Mefaresh Beshler Tzibur Mishum Ticha de Tzibura. De qui parle-t-on? Du Chazan qui s'est trompé dans sa Amida à voix basse. Il n'a pas à recommencer sa Tefila, quand bien même il s'est trompé et que cela nécessite normalement un retour. Il n'a pas recommencé car cela
provoquerait une incidence dans la longueur de l'office. On voit deux exemples de tircha et tibora, de longueur dans l'office. D'un autre côté, alors écoutez bien, donc là je vous ai donné deux exemples de longueur d'office. De l'autre côté, il y a d'autres cas où on ne parle pas en termes de dérangement de la communauté, mais on parle en termes de kevod hatzibur, de respect dû à la communauté. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples dans la Gemara où on parle de respect dû à la communauté. Premier exemple, Megillah, à la page 23, folio A. La Gemara dit, ça ne va pas plaire à certaines. La Gemara dit dans Megillah, une femme n'a pas à lire la Torah dans une communauté, dans une synagogue. Elle n'a pas à lire la Torah. Mipne kovod hatzibur, à cause de l'honneur dû à la communauté. Alors, encore une fois, je vais vous le montrer. Cela se trouve dans la Gemara. Hop. Isha lo tikra batora mipne kovod hatzibur. Une femme n'a pas à lire la Torah à cause de l'honneur, du respect dû à la communauté. Alors ici, on ne parle plus déjà de dérangement, mais on parle d'honneur. Est-ce qu'il s'agit de la même chose ou est-ce qu'il s'agit d'une chose différente? Et Rabbi Akiva Eger, dans le Gilayon Hachas, donc c'est juste à côté de... Rabbi Akiva Eger était un sage de Bratislava. C'était le plus grand rabbin de son époque. Et c'était l'élève du rabbi Nathan Adler de Francfort. Et il écrit, il marque comme référence à cette Gemara où une femme n'a pas à lire la Torah parce que c'est un problème de respect dû à la communauté. Il ramène comme référence d'autres exemples où on parle de respect, comme on va le voir plus tard. Donc, il a l'air, Rabbi Akiva Eger, de comprendre qu'il y a la raison de respect dû au tzibour, dû à la communauté, et la notion de dérangement sont deux notions différentes. On va voir tout de suite quelles sont les différences, on verra un peu plus tard, quelles sont les différences que cela peut provoquer. Je continue. Deuxième exemple, on parle de respect dû à la communauté. C'est marqué qu'un enfant qui est Pochéar, Katan Pochéar, Gemara Megillah, page 24, folio B. La Gemara dans Megillah dit, un enfant qui est sale, donc il est enfant, il est sale, il n'a pas à lire la Torah. Ça veut dire quoi sale? Ça veut dire qu'il n'est pas habillé avec des habits qui sont dignes pour représenter la communauté. Par exemple, il est en short, il est en t-shirt, il est en sandales, il est habillé de manière légère. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'a pas à lire la Torah. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est un non-respect à la communauté. Il ne peut pas être digne de représenter la communauté. Encore une fois, on voit un exemple de respect dû à la communauté. Troisième exemple, le Gemara Gittin, page 60, folio A. La Gemara dit, alors à l'époque, vous savez, il n'y avait pas avant Gutenberg, on n'avait pas l'impression qui existait, on n'imprimait pas la Torah dans des chumashim comme ça existe aujourd'hui. Ils écrivaient donc la Torah dans des parchemins. Seulement, il se pouvait que des fois ils n'écrivent pas toute la Torah dans un parchemin, comme c'est le cas aujourd'hui, mais ils écrivent la Torah par chumash. Le livre de Bereshit est écrit dans un parchemin, le livre de Shemot est écrit dans un autre parchemin, le livre de Vaïkra est écrit dans un troisième parchemin, etc., etc. La Gemara dans Gittin nous dit, il est interdit de lire En Korim Bachumashim Bet Knesset Mishum Kvodat Tzibur. On n'a pas à lire, combien même cela est un parchemin, combien même cela est écrit par un scribe, combien même cela est écrit avec de l'encre noire, etc., etc. On n'a pas à lire la Torah dans des chumashim pareils. Dans des chumashim, si vous voulez,
qui ne sont pas complets. Pourquoi? Parce que ça montre comme quoi la communauté n'est pas capable de se payer la possibilité d'avoir un Sefer Torah en bonne et due forme, complet. Comme ça, Rachid dit, chacun, ça se pouvait que des communautés écrivent des chumashim qui soient à part entière, Bereshit à part, Shemot à part, Vaikra à part, Bamidbar à part, etc. On n'a pas à écrire parce que cela n'est pas digne d'une communauté, ça montre la pauvreté d'une communauté, qu'elle n'est pas capable de pouvoir se payer un Sefer Torah complet. Ce din d'ailleurs, il est tranché dans le Shulchan Aruch, dans le corpus Halacha. Et la même chose, Rabbi Akiva Eiger, il ramène toujours les mêmes références. Il dit, tu sais, cette idée, c'est toujours l'idée de respect du Haut Tzibour et non longévité que l'on impose au Tzibour. Ça a l'air, de tous ces exemples, comme quoi le respect du Haut Tzibour, de la communauté, et le dérangement que l'on pourrait provoquer à la communauté sont deux notions différentes. Ça, c'est à premier abord. Cependant, Rashi, dans la Gemara, il a traduit la notion de respect dû à la communauté, il l'a traduit par dérangement à la communauté. Ces deux exemples sont les suivants. La Mishnah dans Yoma, page 68, folio B. Vous savez que à Yom Kippour, le Kohen Gadol devait lire dans la paracha de Acharemot les lois liées au quotidien du Kohen Gadol le jour de Kippour. Et ensuite, il lisait la paracha de Ach Be'asor la Chodesh dans Parashat Emor. Et dit la Mishnah, et ensuite il lisait par cœur la paracha dans Pinchas de Uveasor la Chodesh Hazeh, c'est-à-dire le Moussaf, le Korban Moussaf de Yom Kippour. Clair? Donc, en fait, je répète, la Mishnah dans Yoma dit que le Kohen Gadol lisait Yom Kippour 3 endroits différents dans la Torah. Le premier, c'était la lecture dans Haremot qui parle du quotidien du Kohen Gadol le jour de Kippour. Le deuxième, c'était dans Parashat Emor, qui se trouve juste à côté de Haremot. C'est juste à côté, il y a Haremot, Kedoshim, Tazria Metzora et Mort. C'est juste à côté. Et beaucoup plus loin, dans un autre livre, il lisait le Moussaf de Moussaf, c'est ce qu'on lit nous aussi, le Maftir, et qui se trouve dans Parashat Pinchas. Mais celui-ci le lisait par cœur. Il ne le lisait pas dans le Sefer Torah. Et pourquoi il le lisait par cœur? Demande la Gemara. La Gemara, elle répond parce qu'il aurait fallu rouler le Sefer Torah depuis Vaikra, où se trouve Emor et Acharemot, jusqu'à la fin de Bamidbar, où se trouve la paracha de Pinchas. Et il n'est pas digne pour la communauté à les faire attendre pour rouler le Sefer Torah d'un livre à l'autre. C'est dérangeant, ça crée de la longueur et de la longueur. On n'a pas imposé cela sur le Tzibour. C'est pour ça qu'on le lisait par cœur. Bien que, vous savez que normalement, il est interdit de lire des versets par cœur de la Torah. Normalement, il est interdit de lire des versets par cœur de la Torah, mais par respect à la communauté, eh bien, on nous a permis cela. Nos sages ont préféré outrepasser l'interdit de lire par cœur des versets de Torah plutôt que d'imposer à la communauté une longueur dans le temps qui ne leur est pas dit. Ça veut dire qu'ils sont bien conscients du fait qu'on n'est pas capable de rester silencieux pendant un certain temps. Alors, ce n'est pas tellement dû au silence. On fait attendre la communauté. Eh bien, on n'a pas à faire attendre la communauté pour des choses pareilles. C'est quelque part indigne.
c'est que on n'a pas à faire attendre. C'est des choses, c'est du temps perdu pour rien. On verra que même ce temps, même s'il est infime, c'est interdit. On verra que même si ce temps il est infime, c'est quelque chose qui n'est pas digne. C'est comme si vous êtes devant un roi et vous êtes en train de lui lire un livre et vous n'avez pas mis de marque-page et vous êtes en train de chercher vos pages. C'est pas digne. Ah, mais qu'est-ce qui s'en fiche, il a qu'à attendre. C'est pas digne. C'est pas là. On n'a pas à faire attendre les gens mais combien même on est en train de faire des choses dans le domaine du sacré, dans le domaine de la Torah, des mitzvot. On n'a pas à faire attendre une communauté. Alors si c'est son copain et que son copain il dit écoute moi j'en ai rien à faire, enfin c'est-à-dire je suis prêt à attendre, d'accord. Mais lorsqu'il s'agit d'une communauté, on voit que non, c'est indigne. Est-ce qu'on a le droit de mettre un signet, par exemple préparé à l'avance? Alors dans un Sefer Torah, c'est compliqué parce que de toute façon le Sefer Torah, on n'a pas d'autre choix que de le dérouler. Ouais, rouler, dérouler, ouais. Donc c'est compliqué. Alors vous voyez que la Mishnah, donc il y a 2000 ans, elle a déjà prévu, elle a dit, on est prêt à outrepasser un interdit, celui de dire des versets par cœur, et on est prêt à les dire par cœur. Le Kohen Gadol les dira par cœur. Plutôt que de rouler, bien que ce rouler, moi je vais vous dire, moi je suis Chazan, et je suis Balkoré depuis une dizaine d'années, même plus, quinzaine d'années, et rouler depuis la paracha d'Acharemot à Pinchas, allez, ça va prendre combien de temps? Ça va prendre max 3 minutes, je dirais 2 minutes. Et bien, pour ces 2 minutes, ces 3 minutes, on a outrepassé un interdit. Donc vous voyez combien est-ce que la chose est importante, combien est-ce que aux yeux des sages, c'est une notion importante, cette idée de dérangement de la communauté. Oui, mais il n'avait pas de deuxième Sefer? Voilà, c'est ce que j'allais demander. Ouais, alors il n'avait pas de deuxième, non. Il faut croire qu'il n'avait pas de deuxième Sefer, M. Morali, c'est quelque chose qui était, c'est quelque chose qui était rare. Ça coûtait cher. Ils auraient pu en avoir un deuxième. Voilà. Alors, à l'époque de la Mishnah, il faut croire que c'était quelque chose de rare. Voilà. En même temps, ça serait important d'en avoir un deuxième parce que s'il y a une faute dans le Sefer, on est obligé d'arrêter la lecture. Ouais. Alors, on verra. C'est votre question, Mme Saadia, on va essayer d'en parler tout à l'heure, à savoir s'il y a des fautes, etc. D'accord? C'est aussi, on va en parler. Oui. Quoi qu'il en soit, cette Mishnah dans Yoma, elle est répertoriée dans le Rambam. Il ramène cette Gemara dans laquelle il dit En golelin sefer Torah betzibur mipnei Torah hatzibur. Je traduis, alors je vais vous montrer ici déjà. Dit le Rambam, comme ça vous aurez la référence. Dit le Rambam, tac, 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 tac. Le Rambam se trouve à droite, dans Ilchot Tfila, au Perek Yudbet, 12e chapitre, Halacha 23. En korin bachumashim bebate knesiot. On ne lit pas dans ces chumashim, dans les synagogues, à cause de l'honneur dû, au respect dû à la communauté. On n'a pas roulé ou un Sefer Torah devant la communauté, à cause de l'ennui ou plutôt de la longévité que cela provoquerait au sein de la communauté. Afin de ne pas les embêter à être debout à Cheiglol Sefer Torah jusqu'à ce qu'ils déroulent tout le Sefer Torah, les Fichar, c'est pourquoi si il est nécessaire de lire 2 sujets qui sont séparés dans le rouleau, Motsin, Shne Sifre Torah, on doit sortir 2 Sefer Torah, Velo Ikra Ish Echad Inyan Echad Beshte Torah, après c'est autre chose. Voilà, quoi qu'il en soit, cela est écrit clairement dans le Rambam, dans le Maïmonide. Et donc on voit
Excusez-moi. Et donc, on voit que même si, dans les termes utilisés par les Gemara, la Gemara utilise le terme de Kevod Hatzibur, qu'on n'a pas roulé le Sefer Torah devant, dans la tente de la communauté, parce que c'est un respect qui est dû à la communauté, malgré tout, eh bien, Rashi, lui, explique que c'est une notion de Tircha de Tzibura. D'accord ? Ça a l'air que c'est une notion d'ennuyer la communauté jusqu'à ce qu'on a déroulé le Sefer Torah. Donc ça, c'est le premier contre-exemple, si vous voulez, dans lequel on voit que ces deux notions sont intimement liées. Deuxième, juste entre parenthèses, si déjà on est arrivé là, donc le Tosfot Yeshanim, il pose la question là-bas dans Yoma, où il demande, le Tosfot, les petits-enfants de Rashi, ils demandent mais comment c'est permis au Kohen Gadol de lire la Torah par cœur? Pourtant, comme je vous ai dit, c'est un interdit de lire des psukim par cœur. Et il dit, le Tosfot Yeshanim, vous allez voir que cet interdit, eh bien, si vous voulez, cet interdit de lire des versets par cœur, ce n'est qu'une mitzvah minamoufrar, ce n'est que la cerise sur le gâteau, ce n'est pas un interdit tangible, ce n'est que un mieux, c'est un plus, c'est un mieux. Et à cause étant donné que ce mieux, il est dans ce cas-là en situation, en conflit avec l'honneur et le respect du Tzibur, alors les Chachamim, ils ont permis. À cause de ça, écoutez bien, à cause de ça, le Mishnah Brura, il tranche la halacha qu'un rabbin qui fait des drashot en public et qui n'a pas un chumash devant lui, eh bien, on a le droit de se montrer permissif au sujet du rabbin, qui puisse lire des versets de Torah par cœur, s'il n'a pas de chumash sur place et qu'il est à devoir faire perdre du temps dans sa dracha à la communauté, eh bien, il peut les lire par cœur, il n'y a pas d'interdit. Voilà, donc ça c'est une halakha, c'est une halakha écrite dans le Mishnah. Ok, un autre exemple, on voit que les deux notions sont intimement liées. Dans la Masechet Sota, la page 39, folio B, alors je vous fais une petite introduction afin que vous compreniez un petit peu de quoi il s'agit. À l'époque, les synagogues, ça n'existait pas en physique, c'est-à-dire tel que nous on connaît ça. Les synagogues, en fait, c'était des lieux de prière où se réunissaient 10 hommes ou plus dans les champs. C'était dans les champs, c'était pas des pierres, c'était pas un monument dur, etc. C'était dans les champs, ils se réunissaient. Maintenant, le problème, c'est que dans les champs, très souvent, donc le lundi, jeudi, Shabbat, etc., on avait besoin de lire le Sefer Torah. Où tu laissais le Sefer Torah? Il n'y a aucun moyen de sécuriser un Sefer Torah dans les champs. Alors, ils avaient des sortes de petites cabanes ou de petites maisons qui se trouvaient pas loin des champs. Et là-bas, ils mettaient leur Sefer Torah, ils le rangeaient, ils le sécurisaient. Et lorsqu'ils avaient besoin du Sefer Torah, donc ils l'amenaient depuis la maison vers le champ. Ils mettaient la teva. Donc la teva, c'est l'alvéor, comment on dit l'almémor. L'almémor, pardon. Ils mettaient l'almémor et cet almémor, ils le décoraient avec des sortes d'habits, comme nous on décore notre almémor avec des tissus, avec des étoffes. Et lorsqu'ils avaient fini de lire la Torah, alors, dans un premier temps, ils rangeaient le Sefer Torah jusqu'à la maison, et ensuite seulement, ils enlevaient les étoffes et les habits sur la teva. Dit la Gemara, alors pourquoi est-ce qu'ils faisaient dans cet ordre-là? Parce qu'un homme, du moment où le Sefer Torah est sorti, il n'a pas le droit de quitter l'endroit. Lorsque le Sefer Torah est encore présent sur l'almémor, tu n'as pas le droit de sortir. Tu dois rester présent. Pourquoi? Parce que c'est un manque de respect de sortir du champ et de sortir de ce minyan alors que le Sefer Torah, lui, est là. C'est un manque
au Sefer Torah. Donc il fallait rester présent. Et donc c'est pour ça que d'abord, dans un premier temps, on rangeait le Sefer Torah et ensuite on rangeait les habits. Demande à Gemara pourquoi pas l'inverse. Pourquoi est-ce qu'on ne rangeait pas d'abord les habits et après le Sefer Torah? Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, En shliach tzibur rashai leafshit et ateva. Le Chazan n'a pas le droit de ranger les habits de l'Almémor avant de ranger le Sefer Torah. Pourquoi? Mipnei kvod hatzibur. Parce que tu fais patienter la communauté pour rien. Parce que ranger d'abord les habits, puis ranger le Sefer Torah, ça voudrait dire aux gens, tant que le Sefer Torah est là, vous ne pouvez pas partir. Et il y a des gens qui ont besoin de faire des courses, qui ont besoin d'aller envoyer les enfants à l'école, qui doivent aller au travail, etc. Pour ces quelques minutes, eh bien, c'est marqué que c'est interdit. Et qu'est-ce que dit la Gemara? Mipnei kvod hatzibur, à cause du respect dû à la communauté. Encore une fois, on a l'impression. Or ici, il ne s'agit pas vraiment de respect. Il s'agit de faire attendre la communauté, de les faire patienter quelques moments. Donc on voit, encore une fois, que la notion de respect dû à la communauté et la notion de faire patienter la communauté sont parfois mélangées, comme ici. Deuxième exemple. Donc on a deux exemples où ça a l'air que ces deux notions sont équivalentes, en tout cas elles sont associées. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça change? Alors on arrive maintenant au vif du sujet. Qu'est-ce que ça change si la raison, c'est une raison due au respect ou si c'est une raison due à la patience que l'on impose à la communauté? Alors écoutez bien, la grosse différence, c'est si on sait que la communauté, eh bien, elle est mochelet, elle excuse. Ça veut dire qu'elle ne tient, elle dit dès le départ, nous les 10 hommes qui sommes présents, sachez, cher Hazan, que tu ne nous déranges pas. Tu ne nous déranges en rien. On t'excuse pour toute la gêne que tu nous provoques. Est-ce qu'ils ont le droit ou pas? Si on dit que c'est un problème de dérangement de la communauté, eh bien s'ils te disent, les 10 hommes, on n'est pas dérangés, ben c'est bon, il n'y a plus de problème. Mais si tu dis que c'est un problème d'honneur, de respect de la communauté, il est possible de dire que le respect dû à la communauté, c'est un respect qu'ils ne peuvent pas pardonner. Comme par exemple, je vais vous donner un exemple, la Gemara dit, selon un avis, qu'un rave, il ne peut pas excuser un élève qui a été effronté. Il ne peut pas dire, écoute, je te pardonne. Pourquoi? Parce que derrière le respect du rave, il y a le respect à la Torah. Et le rave, il peut peut-être excuser le respect qui lui est personnel, ça, il peut le faire, mais le respect qu'il incarne à travers la Torah, ça, tu ne peux pas le faire. Parce que ce que tu incarnes, comme la Torah, etc., c'est des choses que tu peux pas pardonner. C'est des choses que tu traînes malgré toi. Et donc, on pourrait dire la même chose par rapport à la communauté. La communauté, quand bien même elle dit, nous, ça ne nous dérange pas, alors si c'est un problème de dérangement, ok, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes plus dérangé, on passe du temps et on passe du temps à rouler ou à dérouler le Sefer Torah. Mais si vous dites que c'est un problème de respect dû à la communauté, eh bien peut-être que 10 personnes qui prient ensemble, dit la Gemara, dit le Talmud, la Shechina, la providence divine réside parmi eux. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, c'est comme ça. 10 personnes qui prient ensemble, la providence divine est présente à travers cette réunion de 10 personnes. Maintenant, s'il dit ça ne nous dérange pas, peut-être que ça ne dérange pas le dérangement, mais l'honneur que l'on vous doit, étant donné que c'est un honneur où il y a une présence divine qui incarne une présence divine derrière, ça vous ne pouvez pas excuser, ça vous ne pouvez pas pardonner, ça on peut pas remettre en cause. Donc vous voyez que ça va jouer énormément à savoir si
on parle en termes de dérangement ou si on parle en termes de respect. Et donc, on a montré 5 exemples au début du cours où ça a l'air d'être 2 notions dissociables qui n'ont rien à voir. Et on a montré 2 exemples, les 2 derniers exemples, je rappelle. L'exemple du Kohen Gadol qui lit à Kippour et qui lit par cœur. On a l'impression que la Gemara parle de respect parle de dérangement et parle de respect. Rashi mélange les 2 notions. Et le deuxième exemple, c'est celui qu'on a vu là dans les champs, qu'on ne devait pas enlever les habits de la Teva avant de ranger le Sefer Torah dans la maison ou dans la cabane qui se trouvait près des champs, car cela occasionnerait un dérangement et que ce dérangement, la Gemara l'appelle respect. On voit que ces 2 notions sont intimement liées. Donc, de quoi il s'agit exactement? Quelle est la définition? Alors, on va développer et on va donner d'autres exemples pour essayer de faire avancer le puzzle. Est-ce qu'en étant honnête avec nous-mêmes, moi, j'ai l'impression que je serais beaucoup plus dure que ça par rapport à ça. Je pense que ceux qui ont pris ces décisions-là savent que quelque part, on n'est pas à même de rester concentré dans ce qu'on était en train de faire s'il y a un laps de temps sans rien. Et Tout à fait, c'est vrai. Et donc quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire, Madame Sadia? Et que donc, c'est vraiment un respect par rapport à Hachem, beaucoup plus qu'un respect par rapport au Tzibour. Bravo. Alors, Madame Sadia, ce que vous dites, c'est un des aspects que l'on va conclure à la fin. C'est vrai, tout à fait vrai, que finalement, ce n'est pas seulement un problème d'orgueil de la communauté ou un problème, ou je ne sais pas comment on appellerait ça, c'est du que va-t-on dire? Non, c'est pas du tout ça, mais ça touche au divin. C'est un peu ça ce que vous voulez dire, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est ce qu'on va dire tout à l'heure. On a vu là au moment du Covid, toutes les choses qu'on a demandé aux gens qui reviennent, c'est de ne pas avoir des conversations qui n'ont rien à voir avec l'endroit où on est. Ouais. Alors, juste pour que vous... Exactement, Madame Sadia. Alors, juste pour... On s'est posé la question, mais dans quelle est la mesure où cela s'appelle dérangement? 1 minute, 2 minutes, 30 secondes. Alors, regardez, il y a un exemple qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Et dans le Shulchan Aruch, c'est important. Les gens ne connaissent pas. Lorsque, Laurent, tu vas monter à la Torah, alors, comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait les brachot de la Torah? Asher bachar banu mikol amim. Alors, le Shulchan Aruch, il dit qu'il y a un protocole. Le protocole est que l'on doit ouvrir la Torah au moment où on dit la bracha. Il faut que le Sefer Torah soit ouvert. Mais il ne faut pas avoir les yeux rivés sur le texte de la Torah quand on lit la bracha, quand bien même on la lit par cœur. Il faut tourner la tête et avoir la tête rivée vers un autre endroit que le parchemin ouvert. Alors, les yeux rivés soit sur le texte que l'on va lire si on ne le connaît pas, et si on le connaît par cœur, les yeux rivés ailleurs. Et pour quelle raison cela, il en est ainsi? La Gemara a dit, parce que si tu devais fermer le Sefer Torah puis le réouvrir au moment de la bracha, je répète, si au moment de la bracha, on prenait le temps de fermer puis de réouvrir, alors ça prend 1 seconde, hein, ça prend 1 seconde de fermer et de réouvrir, n'est-ce pas? Cette seconde-là est considérée comme dérangement. C'est tranché dans le Shulchan Aruch, hein, ce que je vous dis. C'est-à-dire que ce protocole-là, il a mis plus de temps à être écrit par l'auteur Rabbi Yosef Karo que cela a pu occasionner de gêne ou de dérangement parmi la communauté. Parce que moi, je vous dis, lorsqu'on ferme un Sefer Torah et qu'on l'ouvre, ça prend 1 seconde ou 1 demi-seconde. Eh bien, cette seconde et cette demi-seconde, elle est considérée. Alors, où est-ce que c'est marqué? C'est marqué, je vous trouvais où c'est marqué. Je vais vous le montrer, pardon. Hop. Alors, où est-ce que cela est écrit? Cela est écrit Shulchan Aruch. Hop. 30 secondes.
Voilà. Shulchan Aruch, Nicolas Tzibour. Voilà. 30 secondes. Hop, 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 c'est là. Non, c'est pas là. Voilà. C'est dans le Shulchan Aruch, Kouf Lamed 109 au paragraphe 4, quatrième halacha. Kol hakorin mevarichim lefanea ulacharya, ceux qui bénissent, asher bachar banu mikol amim ou asher natan lanu Torah emet, on le fait avant et après. Poteach et sefer kodem, le protocole. Il ouvre le sefer kodem sheyevarer. Veroé apasuk shitzarich latril bo, il doit visualiser l'endroit où il va commencer à lire. Ve'achar kaf yevarer, et ensuite il fait la bracha. Et uleachar shekara golel umvarer, et après qu'il ait lu, alors à ce moment-là, il referme et il refait la bénédiction finale. Dit le Rama, lorsqu'il fait la première bénédiction, Yafor Panav El Hatzad. Il doit avoir son visage qui ne soit pas rivé sur le texte. Chez le Yenire qui va la Torah, parce qu'il ne faut pas qu'il donne l'impression comme quoi il fait la bracha à partir du parchemin. Dit le Mishnah Bura, pourquoi tout ça? Mishum Tircha Detzibura. Parce que le simple fait de rouler le Sefer Torah est déjà considéré comme un dérangement. Donc vous voyez que c'est incroyable. Une toute petite gêne pareille est déjà considérée comme étant un truc. Alors, pour l'instant, je vous ai amené rien que les sources de Gemara. On passe maintenant à la halacha. Et vous allez voir dans la halacha comment ça se traduit à travers certaines halachot. Donc le Rama, le Rabbi Moshe Isserlis, c'est le représentant des Ashkenazim dans le corpus halachique. Il tranche dans le Siman Kouf Kaf Dalet 124 au troisième paragraphe. Il ramène le responsable Binyamin Ze'ev, qui a été écrit par le Rabbi Binyamin Ben Matitia, un Dayan qui est dans la ville de Barta, au nord-ouest du Nil grec, il y a à peu près 450 ans. Il écrit que, écoutez bien, c'est une halakha très actuelle, s'il y a certaines personnes dans la communauté qui font leur amida qui dure un petit peu plus longtemps, par exemple le rabbin, qui fait une amida qui au lieu de durer 5 minutes, elle dure 10 minutes, voire un quart d'heure. Dit ce rabbin, En lâcher artibour lamtin alehem. Le chazan n'a pas à l'attendre. Afilou hayou chachouvé aïr. Quand bien même il s'agit d'un homme notable. De même, s'il y avait 10 personnes dans une synagogue, En lehamtin aladam chachouv gadol shadain loba. On n'a pas à attendre, quand bien même il s'agit d'un homme important ou d'un homme de grande dignité, on n'a pas à attendre sa venue. On commence et on n'a pas à dire bon, il arrive dans 5 minutes, on fait attendre la communauté pour sa venue. Pour quelle raison? Dit ce rabbin grec, des ma'anishimoto al-shmatzriach hatzibur kvolatibur gadolu. Encore une fois, il va lier les deux notions. Il dit parce que tu fais déranger le tzibour et le respect du haut tzibour est quelque chose de grand. Le Mishnah Bura, au paragraphe 13, il ramène comme quoi il y avait un vieil usage, un vieux minag, comme quoi le chazan devait attendre le rabbin de sa communauté jusqu'à ce qu'il ait fini sa tfila afin de recommencer la chazara. Et le Mishnah Bura explique que finalement, il n'y a pas tant que ça, de nos jours, de manque de respect à la communauté. Pourquoi, dit le Mishnah Bura? Alors c'est incroyable, il dit un argument, je trouve, novateur et plutôt insolite, c'est qu'aujourd'hui, il dit aujourd'hui, les gens dans une communauté, ils font une fila TGV, ils font une fila grande vitesse, et c'est pas normal de faire une fila à grande vitesse, et c'est celui qui est dans la norme, celui qui est on va dire, qui est en droit, quand même il est singulier, c'est plus celui qui fait à petite vitesse qu'à grande vitesse. Alors c'est quelque chose d'hyper nouveau, hein, c'est un truc que j'ai jamais vu.
En tout cas, il dit, pour cela, il n'y a plus l'argument de déranger la communauté. Ah, quand bien même toute la communauté a fini et le rabbin, il met 5 minutes de plus et c'est lui qui, a priori, qui est un porte-à-faux quelque part de la communauté, eh bien non, dit le Mishnah Berurah, lorsqu'il s'agit de faire une file à grande vitesse, c'est nous qui sommes, c'est le pluriel qui est en tort et c'est le rabbin qui est dans son droit. Incroyable. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle le Mishnah Berurah dit qu'il n'y a plus tellement ce problème de nos jours. Quoi qu'il en soit, encore on voit un troisième exemple, mais là plus de la Gemara, mais qui est dans la Halacha, comme quoi les deux notions sont intimement liées. Un quatrième exemple, et on va finir avec ça, et ensuite on va expliquer. Quatrième exemple, c'est dans les responsables du Mirtav Lechizkia, un rabbin, Rabbi Chizkia Medini, qui a vécu il y a à peu près 200 ans. Il a écrit une encyclopédie qui s'appelle le Sdeh Chemed. Alors c'est un rabbin aussi, je crois, de Turquie. Il venait de Turquie, Rabbi Chizkia Medini. Il a écrit une vraie encyclopédie d'Halacha qui s'appelle Sdeh Chemed. Il va pour l'époque, c'est tout simplement incroyable ce qu'il a écrit. Et il parle aussi de ce sujet. Et il parle de est-ce qu'un rabbin qui fait une fila en longueur et qui n'est pas intéressé à ce qu'on l'attende, est-ce qu'il a le droit de faire un petit clin d'œil au Shler Tzibour en lui disant allez vas-y, commence et ne m'attendez pas, et ou est-ce qu'il n'a pas le droit de faire ça au milieu de sa Amida? Il ramène le Rabbi Yaakov El-Ghazi au nom du Shalmei Tzibour, qu'il a écrit comme quoi, eh bien, il y a dans le dérangement que l'on peut imposer sur la communauté, il y a un interdit d'ordre thoraïque. Comme ça, il écrit le Sdeh Chemed. Bien que le Sdeh Chemed lui-même n'est pas d'accord avec le Rabbi El-Ghazi, il dit non, je ne pense pas, c'est tout au plus interdit rabbinique. Alors, en tout cas, le Rav Asher Weiss, un contemporain aujourd'hui qui vit en Israël, écrit que, évidemment, le dérangement ou le respect dû à la communauté a des sources thoraïques, mais les détails et les champs d'application sont d'ordre rabbinique, si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est juste pour la petite histoire. Alors, on va essayer d'expliquer maintenant les définitions. Alors, ce qu'il faut dire, c'est la chose suivante. Écoutez bien la définition. La définition, il faut dire qu'il y a 3 définitions. C'est-à-dire, dans chaque sujet, il y a une interprétation différente à ce que l'on va donner à ce qu'est le respect dû à la communauté. C'est-à-dire, on peut l'appeler, il a le même titre, le titre, c'est respect dû à la communauté. Mais il y a des chapitres, il y a des sous-titres. Et ces sous-titres, ils peuvent avoir des interprétations multiples. Alors, on va donner des exemples. Rappelez-vous, lorsqu'on a dit qu'on n'a pas à dérouler... Alors, la première définition, la définition de base de respect dû à la communauté, eh bien, c'est la définition comme quoi c'est dérangement de la communauté. Exemple, vous vous rappelez quand on avait dit dans Yoma que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, eh bien, on ne va pas dérouler le Sefer Torah depuis Vaïkra jusqu'à Pinchas. Pourquoi? Parce que c'est dérangeant d'attendre pour rien ce laps de temps. Eh bien, ça, c'est une idée, c'est l'idée de base que le respect dû à la communauté, c'est ne pas déranger la communauté. C'est-à-dire, pourquoi je dis que c'est la définition de base? Parce que c'est la définition la plus minimaliste. C'est quoi le respect? C'est ne pas faire. C'est une définition par défaut, je l'appellerai, ou par défaut. Au minimum, le respect, c'est ne pas embêter. Alors, c'est au minimum. Au maximum, eh bien, le respect, c'est beaucoup plus, on le sait très bien. Mais au minimum, c'est ne pas déranger. Alors, on voit que cette définition minimaliste, elle s'exprime déjà dans cet exemple-là, le Kohen Gadol, à Kippour, il n'a pas à faire attendre parce qu'à minima, il ne faut pas déranger. Deuxième exemple, vous vous rappelez, lorsqu'on a dit que dans Masechet Sota, l'exemple où il ne faut pas ranger les habits de l'Almémor avant d'avoir accompagné le Sefer Torah dans la maison dans laquelle il est sécurisé,
la même raison. Pour quelle raison c'est? C'est parce que, à minima, il ne faut pas déranger le Tzibour. Ils ont d'autres choses à faire. Eux, ils veulent partir. Ils ont besoin d'aller amener les enfants à l'école. Ils ont besoin d'aller travailler. Tant que le Sefer Torah il est posé, on ne peut pas le faire. Donc, ils n'attendent qu'une seule chose, c'est que ce Sefer Torah, eh bien, il sorte de cet Al-Memor et il soit rangé. Et si tu commences à ranger les habits, si tu commences à déplier les habits, à les ranger, etc., tu fais perdre du temps. Donc, à minima, c'est ça le respect. D'accord? Deuxième définition, qui est déjà une définition qui est déjà plus profonde, c'est ce qu'a dit Mme Saadia tout à l'heure. C'est que le respect dû à la communauté, c'est un respect dans lequel eh bien, il y a des choses qui se passent à travers la communauté. La communauté ne représente pas seulement 10 individus séparés, mais le respect, la communauté représente une notion d'unité. C'est 10 personnes unies. Et cette unité, dit la Gemara, c'est la providence divine qui réside à travers ces 10 personnes, dans cette unité de 10 personnes. Eh bien, on ne peut pas dire à ces 10 personnes, bon, excusez-nous, on peut pas, vous allez devoir attendre, etc. Pourquoi? Parce que derrière, tu fais attendre la présence divine. Et ça, c'est pas excusable. C'est pas pardonnable. C'est pour cette raison qu'une femme, elle n'aurait pas à monter à la Torah pour lire la Torah. Pourquoi? Parce qu'il faut croire que Hachem n'est pas. Il y a un problème profond avec cette pudeur qu'il y a à travers la femme qui lit la Torah, que Hachem n'est pas intéressé. C'est pas dans la pudeur d'une femme. Et donc, c'est un problème plus général, presque d'ordre métaphysique. Ce n'est pas un problème entre 2 personnes ou entre 3 personnes ou entre individus, mais c'est un problème d'ordre métaphysique dans lequel une femme qui lit la Torah n'est pas à sa place vis-à-vis de Dieu. La même chose, lorsque c'est un enfant qui est mal habillé, c'est dans la même ordre d'idée. On parle aussi de respect dû à la communauté, mais c'est un respect dû à la communauté d'ordre métaphysique. Cet enfant n'est pas à sa place vis-à-vis de Dieu. Il ne peut pas, et donc c'est pas excusable, encore une fois, parce que Dieu ne peut pas excuser ces choses-là. La même chose dans Masechet Sota, lorsqu'on a dit, excusez-moi, on continue, et une troisième définition, quand on parle de respect dû à la communauté. Donc on parle toujours du grand titre « respect dû à la communauté », mais en fait, il s'agit d'une définition, une approche différente. Quand tu représentes la communauté, il faut faire des choses dans lesquelles eh bien, l'honneur de la communauté ne soit pas sali. Il ne faut pas faire des choses qui soient méprisables aux yeux de la communauté. Comme par exemple, lorsqu'on a dit qu'on n'a pas à lire dans des chumashim dans lequel il n'est écrit que le livre de Bereshit, que le livre de Shemot. Pourquoi? Parce que quand tu vas lire dans un livre pareil, tu montres derrière que la communauté, la synagogue dans laquelle tu pries, n'est pas capable de s'acheter un Sefer Torah complet. Et quelque part, ça va provoquer une gêne, un mépris au bon fonctionnement de comment marche la communauté. Et ça s'appelle aussi respect, mais ça a une autre connotation, si vous voulez. C'est une connotation dans laquelle, eh bien, on salit l'image de la communauté. Voilà, vous avez bien compris que ces 3 définitions, eh bien, s'il s'agit d'une gêne occasionnée à la communauté, et uniquement une gêne dans le temps, alors c'est pas un problème si les gens ils vous disent non, ça va, on t'excuse, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que imaginez-vous le Kohen Gadol, le jour de Kippour, toute la communauté dit non, ça va, il n'y a pas de problème, tu peux prendre ton Sefer Torah et le rouler. Effectivement, on pourrait le faire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit uniquement d'une gêne dans le temps, temporaire. S'ils te disent on n'est pas gêné, ben, c'est bon, c'est pardonné. Par contre, si c'est
comme le cas où un enfant il est mal habillé, comme c'est le cas où une femme elle n'a pas à lire la Torah. Ça, c'est des gènes dans lesquels on est obligé de s'y soumettre. Pourquoi on est obligé de se soumettre à cette halakha? Parce qu'on ne peut pas dire, on peut pas être le porte-parole du bon Dieu en disant non, ça va. C'est quelque chose qui est excusable, qui est faisable. Voilà, ça c'est en gros l'image de... Alors je reviens à la première question. Du coup, vous vous rappelez la première question que s'était posée à Los Angeles? Eh bien, le Baal Koré, celui qui lit à la Torah, il voulait ne pas perdre d'un côté la Birkat Kohanim du premier minyan, mais d'un autre côté, il se devait de lire la Torah au deuxième minyan. Il y avait ici confrontation, conflit d'intérêts. Et finalement, donc la question a été posée à des rabbinim. Et le rabbin sur place, eh bien, il plaidait comme quoi, enfin, il disait non. Étant donné que ce Chazan, ce Baal Koré, il est employé, il est payé pour lire ses montées de Torah, il n'a pas, tant pis pour lui, s'il perd la Birkat Kohanim du premier Minyan, c'est pas notre problème. D'un autre côté, on voit que si c'est une histoire de Kvod Hatzibur, alors il faudrait réfléchir, de quelle définition il s'agit? Est-ce qu'il s'agit d'une définition minimaliste de faire perdre du temps au Tzibour? Si le Tzibour il dit il n'y a pas de problème, passe 5 minutes encore à écouter les Kohanim et tu reviens, ça serait permis. Si on dit que c'est un problème métaphysique, comme la femme qui ne lit pas la Torah ou comme l'enfant, eh bien ça serait interdit. Et si on dit que c'est un problème, mais ça n'a pas l'air d'être le cas, c'est plus un problème de dérangement, ça a l'air. Et si tu remets en cause le bon fonctionnement, c'est un mépris de l'image de la communauté, alors si le Tzibour il est mochel, ça marcherait. Alors c'est quoi qu'il en soit, ça a l'air d'être une discussion. J'ai vu, c'est pas très clair. Est-ce qu'il faudrait classer ce cas-là dans la définition de juste dérangement occasionné par la communauté ou bien dérangement métaphysique? Les deux définitions peuvent très bien s'entendre dans cette histoire-là. Encore deux petites questions en rapport avec ça et je m'arrêterai là. Vous savez que la question s'est posée déjà dans le Mishnah Brura et même avant, à savoir que dans certaines communautés, on fait des Mishé-Berach le Shabbat à rallonge. On fait des Mishé-Berach à rallonge, ou bien parfois on fait monter plus que 7 personnes le Shabbat, et ça crée une tircha de Tziboura. On perd du temps. On perd 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, n'est-ce pas? Quand il y a une bar mitzvah à la grande choule, on peut perdre des fois jusqu'à une demi-heure. Est-ce qu'on n'est pas dans la gêne occasionnée, on n'est pas dans la perte de temps occasionnée par le Tzibour? Est-ce que c'est permis? C'est une chose pareille? Alors le Mishnah Brura, je vous le montre. Le Mishnah Brura, allez. Le Mishnah Brura, il parle de ça. Je vous montre ici. Alors attendez, où il est? J'ai pas envie de vous faire attendre non plus. Alors, voilà. Le Mishnah Brura, il parle de ça dans le Siman Kouf Lamed. Attendez juste une seconde que je le retrouve. Il y en a tellement de références. Voilà. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui d'après. Voilà. Attendez juste une seconde que je le trouve. Voilà, c'est là. Ilchot Shabbat, Siman Resh Pebet, 282, Saïf Aleph, premier paragraphe. Dit le Shulchan Aruch, on sort un Sefer Torah dans lequel on lit 7 personnes le Shabbat, et si on veut rajouter, on peut rajouter. Et si on peut rajouter, on peut rajouter. Dit le Mishnah Brura, si on veut rajouter, on peut rajouter. Il dit, c'est pas bien de rajouter. C'est pas bien. Mais si c'est nécessaire, comme si c'est un cas d'un mariage, une bar mitzvah ou une brit milah, il n'y a pas d'interdit dans ce qui pourrait s'appeler interdit de créer une gêne à la communauté. Par contre, il rajoute dans le Saïf Katanhe, Venachon Shilole aussi farbe. Par contre, il ne faut pas exagérer non plus et ramener plus que 10 personnes, enfin je sais pas, ramener trop. Pourquoi? Parce que là, ça s'appellerait une vraie gêne. Pour l'histoire,
à Prague, à l'époque du Maharal de Prague, un rabbin de Prague, il a instauré qu'on n'ait pas Shabbat à imposer plus que 10 personnes, 10 montées le Shabbat. Interdit. Ça veut dire 7 plus 3 maximum, pas plus. Alors ça a été instauré à Prague. C'est pas, ce qui est instauré à Prague n'est pas obligatoirement lieu d'être dans d'autres endroits, mais c'est pour vous montrer combien est-ce que les gens, combien est-ce qu'on a fait attention à ces halachot concernant la gêne. Concernant les Miché Bérach, le Rav Asher Weiss, un contemporain, écrit dans son Minchat Asher, il écrit que cela est, attendez, je vais vous le lire dans les mots, il écrit ici, il écrit au nom du Sheelat Yavetz. Le Sheelat Yavetz, c'est le père du Chacham Tzvi. Il a écrit dans son Chelek Aleph, c'est responsable. Sheelat Yavetz, premier tome, premier volume, Siman 64. Il écrit de manière extrêmement violente que ce qu'on a coutume à faire les Miché Bérach le Shabbat, c'est quelque chose qui à la base une mauvaise coutume, ça n'a pas lieu d'être. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est les finances de la communauté. Ouais, mais il dit, il aurait mieux fallu ne pas le faire. Mais maintenant que ce minag, il existe, cet usage existe et qu'il est ancestral, alors on n'est pas des prophètes pour être prophète plus que le prophète. On n'est pas capable de pouvoir instaurer des choses mieux que ce que nos aïeux ont fait. Mais il dit, regardez à quel point on en est arrivé à faire perdre du temps à la communauté. Ça crée un vrai bitulzman, une vraie perte de temps à cause de ça. Mais on n'est pas capable de pouvoir maintenant l'annuler parce que c'est un usage bien installé au sein de la communauté. Et on va finir avec une dernière question. Cette question, ça peut arriver souvent. On arrive devant le Aaron HaKodesh, devant l'Arche Sainte, et on demande à celui qui ouvre l'Arche Sainte de sortir le Sefer Torah. Il s'est trompé, il a pris le mauvais. Il a pris le mauvais Sefer Torah. Au lieu de prendre le bon Sefer Torah, il a pris un autre qui va nécessairement employer à perdre du temps à le rouler. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vaut-il mieux le ranger tout de suite et prendre le bon pour ne pas faire perdre du temps à la communauté? Ou bien non, une fois qu'on l'a pris, ça devient méprisant à reprendre un truc qu'on a pris pour rien. Tu prends un Sefer Torah, tu l'as pris pour rien, c'est la chouma, c'est la honte. Et donc, on préfère, pour ne pas faire honte à ce Sefer Torah, à le prendre, à le rouler et à faire perdre du temps à la communauté. Qu'est-ce qui prévaut entre ces deux idées? C'est le Rav Moshe Feinstein, il en parle dans son Igrot Moshe, dans une de ses responsables. Je vous donne la référence, ça se trouve dans le deuxième tome, Siman 37. Deuxième tome, Siman 37, il dit que finalement, c'est une discussion entre le Chacham Tzvi, un rav de l'époque du XVIIe siècle, ou XVIIIe siècle plutôt, et le Shvut Yaakov, deux grands rabbins qui ont discuté. Chacun a dit que ce qui prévalait, c'était une de ces deux idées. Et conclut le Igrot de Rav Moshe Feinstein, un des derniers rabbins contemporains aux États-Unis, étant donné que l'on a deux avis, et que chacun de ces deux avis tient la route, eh bien, chacun peut choisir comme il le veut. Déavid Kemaravid, Déavid Kemaravid. Celui qui fait comme l'un des deux, il fait bien. Et, rajoute le Igrot Moshe, si la communauté n'est pas à 5 minutes près, eh bien, on peut considérer qu'il s'agit d'une mechila, qu'il s'agit d'une bonne... que la communauté ne tient pas rigueur. Et donc, si en plus la communauté ne tient pas rigueur, eh bien, ça nous permet de dire qu'il s'agit juste d'une perte de temps et non d'un honneur métaphysique, un déshonneur métaphysique plutôt. Et donc, ça nous permet en plus de pouvoir dire, ça va, si on n'est pas à 5 minutes près, puisqu'il s'agit juste d'une perte de temps et pas plus que cela. Voilà, je crois qu'on a fini avec le sujet. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Je ne sais pas si tout le monde, si ça allait, M. Morelli? Oui, oui, oui.
Et alors, quand on est contraint dans les communautés ici ou ailleurs de faire monter beaucoup de gens et qu'on ne lit même pas la Torah, c'est-à-dire que là, il y a un problème de kavod par rapport à Hachem et de kavod par rapport à la communauté. Ouais, C'est double dose, là. ouais, c'est un problème. C'est un vrai problème. C'est pour ça que le grand rabbin Rolveil, enfin, il m'a donné des instructions assez claires à la grande synagogue que, que si on a la possibilité de faire monter des gens, rien que dire Miché Bérard sans les faire monter, c'est préférable. Pour ne pas créer des 14, 15, 16 montées et des trucs infinis sans queue ni tête. On s'arrête à tout moment, c'est compliqué. Et on sort à midi et demi, voilà, c'est des trucs, c'est compliqué. Donc dans tous ces cas-là, si on a la possibilité de faire des Miché Bérard rapides sans occasionner une gêne, évidemment, il faut aller vers cette voie-là. J'entends la semaine, le lundi ou le jeudi, qu'on soit pris par le travail et qu'on veut que les choses, enfin, qu'on a des horaires imposés. Mais Shabbat, c'est, comme on avait dit au moment d'un chiour, c'est Hachem qui nous invite dans son monde. Ouais. Alors, je ne sais pas, je suis toujours gênée par le fait qu'on regarde l'heure, vite, il faut qu'on sorte pour aller discuter dans le jardin d'à côté. J'ai du mal à entendre ça. Alors, je vais répondre à votre question, Madame Sadia. Lorsqu'il y a, on va dire, un protocole, c'est-à-dire qu'on a habitué les gens à venir à la synagogue à 9 h et à sortir à 11 h 30, eh bien, même si c'est Shabbat et qu'on a le temps, etc., quelque part, il faut respecter ce protocole. Non, j'entends, mais ça m'est personnel, hein. Alors, ce que je veux dire, c'est que du coup, cette interprétation de dire oui, mais on a le temps, c'est vrai. Mais ça, c'est des décisions qu'on ne peut prendre que de manière personnelle, que de manière individuelle. On n'a pas à les imposer aux autres. C'est vrai. Encore une fois, ce que vous dites est juste, mais ce n'est pas des choses qu'on a le droit d'imposer aux autres sous prétexte que c'est Shabbat et qu'on a le temps. Parce que, on va dire, le Kol HaTzibour, il est basé sur une routine. Et cette routine, il faut la respecter. Quand bien même c'est bizarre, il faut la respecter. Alors le Mishnah Berurah, il dit, ça dépend. Le Mishnah Berurah, il disait, vous vous rappelez, si c'est une routine qui est extrêmement rapide, alors là, peut-être qu'il ne faut pas la respecter. Si c'est une routine express, qu'on fait une fila express, alors là, c'est éventuellement, il n'y a pas à respecter cette routine, mais autrement, il faut la respecter. J'entends. Je ne dis pas qu'il faut se dire, bon, les gens, ils ont le temps, donc je vais prendre mon temps. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais à l'intérieur de nous-mêmes, une réflexion que chacun peut avoir, c'est-à-dire, j'ai un certain temps, j'ai un temps, qu'est-ce que j'en fais de ce temps? Ouais. C'est dans ce sens-là que je pose la question. J'ai bien compris. Mais ça, cette réflexion, c'est une réflexion qui est extrêmement bonne, qui est bien, hein, mais qui est toujours soumise à l'interprétation. Parce que il y a des personnes qui vont dire non, moi j'ai le temps, ça veut dire 20 minutes une amida. Il y en a qui vont dire non, moi j'ai le temps, ça veut dire 10 minutes au lieu de 5 minutes. C'est de l'ordre de l'interprétation, ces choses-là. C'est hyper subjectif. Donc du coup, il faut toujours faire attention dans cette subjectivité à ne pas être dans la démesure. Ah, j'entends très bien. Non, tout ce que je dis, je le prends juste sur moi, hein, c'est pas du tout. Ouais, j'ai bien compris. Mais bon, je me dis qu'avec ce qu'on vient de passer, alors il y a peut-être une réflexion à avoir sur ça. Bon, moi j'ai la chance d'aller dans une choule où on a le temps de prier. Ouais. Madame Sadia, moi je vous dirais la chose suivante, avec les circonstances qu'on a passées ces derniers temps, si déjà, eh bien, on arrange les choses qui étaient interdites, eh bien c'est déjà bien. Si on arrête de papoter à la communauté, c'est déjà bien, parce que ça c'est un interdit, ça c'est un vrai interdit. Si ces choses-là déjà on les supprime, et je trouve que par exemple là ces derniers temps à la communauté où je prie, la synagogue où je prie, il y a une réelle amélioration, n'est-ce pas Laurent? Je trouve que les gens ils sont beaucoup plus réfléchis,
il y a moins de papotage, il y a beaucoup moins. Et moi, je trouve que ces choses-là, déjà, si j'arrive à les éliminer, c'est super. C'est super. Et ensuite, on passe dans l'ordre du. Est-ce qu'on prend le temps pour faire beaucoup plus long, etc. Encore une fois, j'ai pas dit qu'il faut pas le faire. Je dis qu'il faut, si déjà on veut s'améliorer de manière communautaire, et bien il faut arrêter avec des choses qui sont ancrées, mais qui sont interdites et strictement interdites. Tu as tout à fait raison. Mais tout ce que j'ai dit n'est pas un jugement. Hein. Non, c'est pas un jugement. Je sais, moi aussi, c'est pas un jugement. Mais je dis justement, si on doit commencer, comme vous dites, Madame Savia, par une prise de conscience, commençons par une prise de conscience dans laquelle il y a une réelle écoute. Dire, changer des choses. C'est pas faire mieux. Si on faisait quelque chose qui était bien et on veut faire mieux, on ne peut pas faire des chouvas, ça. Vous comprenez? Tout à fait. Quelque chose de pas mal. Et je peux faire encore mieux, mais c'est pas interdit ce que je faisais à la base. Voilà. Faire teshuva, c'est quelque chose qui était interdit et finalement, je fais maintenant ce qui est permis. Bonjour Samy, j'aurais deux questions à te poser. Oui. La première, tu as parlé qu'on rangeait d'abord le Sefer Torah et ensuite on enlevait les habits qui étaient sur l'Almémor. Ouais. Alors bon, là c'est justement comme tu l'as expliqué pour le respect du Tzibour. Mais est-ce que d'un autre côté, ça ne donne pas l'impression que l'on veuille, je dirais entre guillemets, se débarrasser du Sefer Torah et partir? Est-ce qu'il y aura pas, ça risque pas d'être considéré comme un manque de respect par rapport au Sefer Torah? Non, il n'y a pas un manque de respect. Parce que le manque de respect, il est inverse. On est conscient que les gens, ils sont pressés, ils ont un boulot, etc. Et le fait de dire, on les fait attendre, pourquoi? Pour pas grand-chose, juste pour devoir ranger quelque chose, ça c'est irrespectueux. Ça c'est irrespectueux. Alors la deuxième question, tu as parlé tout à l'heure, au début de ton intervention, ou presque au début, tu as parlé de l'enfant qui est mal habillé, qui ne peut pas procéder à la lecture de la Torah. Alors, deux questions. La première, qu'est-ce que tu appelles un enfant? Puisqu'un enfant, donc, qui n'aurait pas 13 ans, il ne lit de toute façon pas dans le Sefer Torah. Alors, qu'est-ce que tu appelles enfant? Alors, ce din-là, il est écrit dans la Gemara. Il faut savoir qu'à l'époque du Talmud, les enfants lisaient à la Torah. Alors, ils lisaient à la Torah pourquoi ils lisaient à la Torah? Parce qu'en fait, ils ne rendaient pas quitte. Pour rendre quitte. Alors, ça servait à quoi? Ça servait, je sais pas, ça servait à apprendre, ou ça servait, ou celui qui, je sais pas. Il n'y avait pas de livre à l'époque. Ouais, ça c'est une bonne question, je ne sais pas. Faut que je vois. Alors, ce que tu as dit à propos de l'enfant qui est mal habillé, je pense que ça peut également s'adapter à des adultes qui ne sont pas bien habillés. Non. Tout à fait. Ah, non, bon. Oui, mais pas dans l'optique de la Gemara. C'est-à-dire, un homme qui est mal habillé, il rentrera pas dans la définition de Pochéar. Enfin, je sais pas. Enfin, ça, je sais pas. Si vous voulez, ça faut que je vérifie, mais c'est pas la même notion. C'est une notion aussi de Kvod HaTzibur. Je sais pas. Oui, c'est aussi une notion de Kvod HaTzibur, mais elle n'est pas écrite clairement dans la halakha. C'est ça le problème. Non, mais c'est aussi la question de se présenter habillé convenablement devant Akadosh Baruch Hu. Ouais, c'est-à-dire il faut croire qu'à l'époque de la Gemara, papa, il faut croire qu'à l'époque de la Gemara, il était impensable qu'un adulte il soit mal habillé. C'est pour ça que la Gemara elle prend le cas d'un enfant. Parce qu'à l'époque de la Gemara, il faut voir c'était impensable. Un homme qui s'habille mal, c'était pas dans les coutumes, ça n'existait pas. Si aujourd'hui un homme il s'habille mal, peut-être effectivement il rentrera dans la définition de la Gemara de Katan Pochéar. Parce que c'est un problème qui est par rapport au Tzibour, mais aussi par rapport à Kadosh Baruch Hu. Il y a donc un double rapport là. Ah ouais, là il y a un double rapport et c'est le rapport le maximaliste, c'est ce qu'on a dit, c'est la définition maximaliste
du respect dû à la communauté. D'accord. Ouais, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir.